Et on va démarrer. OK. Bonjour, Wycliffe. Bonjour. Merci d'être là. Donc, on est ensemble pour quoi? 30 minutes maximum. Et donc, ben, comme je te disais précédemment, tu as donc 15 minutes pour te présenter ton parcours scolaire, c'est très important, universitaire et puis professionnel. Et en fait, quand tu présentes ton parcours, tu expliques qu'est-ce qui t'a motivé pour faire telle ou telle chose, tel ou tel choix, quelles difficultés tu as affrontées, et puis comment tu te retrouves là où tu es aujourd'hui d'un point de vue professionnel. Hein? Donc voilà, en fait là, moi je te reprends, tu as 15 minutes pour parler, hein, et Ok, tu seras face au public, et après je reviens pour te poser quelques questions. Voilà, ok. Wiki, c'est à toi. Ok, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lassé Wycliffe. Je suis né, j'ai grandi à Abidjan. Donc, j'ai fait mon parcours scolaire en partie dans le système ivoirien au primaire et collège, lycée dans le système français à Mermoz. Donc, en terminale, je me suis orienté vers une filière S parce que j'aimais bien tout ce qui était mathématiques, physique, SVT. J'ai démarré la classe de terminale ici et en 2004, avec les événements, l'école a été cassée, donc j'ai terminé l'année en France. Donc, au moment du bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me suis inscrit dans plusieurs filières et on me conseillait beaucoup des classes préparatoires pour école d'ingénieur parce que j'étais plutôt bon dans les matières scientifiques. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, pendant 2 ans, j'ai été en classe préparatoire. Donc, on a des cours intensifs pour préparer des concours aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc là, j'étais pendant 2 ans dans un foyer étudiant avec extinction des feux à 22 heures et tous les habitants du foyer étaient en classe préparatoire. Donc, ça permettait d'avoir une ambiance vraiment studieuse. Le rythme était très soutenu, mais c'était 2 ans. À l'issue de ces 2 années, j'ai eu une entrée dans une école d'ingénieurs, les arts et métiers, où j'ai passé 3 ans. C'est pendant ces 3 années-là que j'ai vraiment découvert ce qui me plaisait et ce que je voulais faire. À travers les différents stages, j'ai pu voir différentes choses et tout ce qui allait toucher dans l'industrie autour de la production, c'est vers ça que je voulais m'orienter. Donc, j'ai passé 3 années dans l'école, 2 ans en province et 1 an à Paris, la dernière année. Et après mon stage de fin d'études, j'ai réussi à avoir un poste chez Air Liquide. Donc Air Liquide, qui est une boîte qui fait du gaz industriel pour l'industrie, l'alimentaire et la santé. Ça va être l'oxygène pour les hôpitaux ou le dioxyde ou le CO2 pour l'alimentaire, etc. Donc j'ai eu un poste en tant qu'ingénieur projet basé à Abidjan, qui était pas ce que je voulais faire. C'était un poste assez technique, mais c'était une belle opportunité. C'était un premier poste pour moi, donc j'ai accepté. J'étais basé à Abidjan et j'étais chargé d'installer des petites unités de production de gaz sur des sites clients partout en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les pays autour. Donc, c'était très intéressant parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, de me faire ma première expérience et de beaucoup voyager. J'ai voyagé dans le nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Ghana, au Congo, en Angola. Donc, c'était vraiment très riche. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ensuite, la société m'a envoyé en France en tant que chef de projet. Donc, là, je ne me déplaçais plus, mais c'est moi qui envoyais plutôt des ingénieurs projets. Et là, pour des filières du groupe, mais dans le monde, au Brésil, en Russie. Et ça devenait vraiment très, très technique et beaucoup de calculs et ça s'éloignait beaucoup de ce qui me plaisait, de ce que je voulais faire. Donc, après 1 an, j'ai démissionné pour essayer de trouver un poste vraiment dans ce qui me plaisait, donc la production. Et j'ai trouvé un CDD de 6 mois chez Coca-Cola, toujours en France, en tant que chef d'équipe en production, donc qui m'a permis d'avoir une première expérience dans ce qui me plaisait. Suite à ces 6 mois, j'ai rejoint en CDI un autre groupe de l'alimentaire
alimentaire qu'on appelle Mondelez International. Le nom n'est pas forcément connu, mais c'est le groupe qui fait des marques que vous connaissez comme Petit Prince, les biscuits, Lu, etc., Mikado, etc. Et donc là, j'ai passé 4 ans à différents postes, différentes zones, régions de France. Et j'ai vraiment pu me développer dans ce qui me plaisait, dans la production et dans le management des personnes. Après ces 4 ans, je voulais revenir à Paris pour rejoindre mon ami. Et la boîte n'avait pas de poste à Paris. Donc, j'ai quitté cette boîte et je suis rentré chez Photobox, qui est une boîte qui fait des photos, des tirages photos, des albums photos. Donc, les gens construisent leur album photo sur Internet, ils commandent et ils sont livrés à domicile. Mais derrière cette commande, il y a une usine avec des gens qui travaillent pour fabriquer les albums, tirer les photos. Donc, ça n'a rien à voir avec l'alimentaire que je faisais avant. Mais ce qui me plaît, c'est plutôt la fonction, la production, la gestion des personnes, l'outil industriel, et peu importe le secteur. Donc, je suis entré dans cette boîte-là à Paris pendant 2 ans, où j'ai continué à faire ce qui me plaisait. Et après 2 ans, j'ai eu vraiment envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, c'était une idée qui me trottait dans la tête déjà depuis un moment. Et donc, je me suis décidé, et fin 2019, je suis revenu à Abidjan, et où je suis jusqu'à présent. Donc là, je suis chef de département production chez Solibra, donc à l'usine de Trècheville, qui est au carrefour de Trècheville. Jusqu'à présent, c'est ce que je fais. Donc voilà un peu mon parcours. Ce qui me plaît vraiment dans ce que je fais, ça a été d'abord toutes les matières scientifiques, donc les mathématiques, les SVT, la physique, qui ont guidé mes premiers choix, plus que ce que je voulais faire, parce que jusque vers la fin de mes études, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Et les stages en école m'ont permis de voir différents domaines et de choisir. Mais je pense que le choix est vraiment ouvert, peu importe la filiale. Et aujourd'hui, dans mon métier, je suis responsable d'à peu près 300 personnes dans une usine, hein, sur des lignes de production où on fabrique des produits. Donc, ça a été d'abord du coca, ensuite des biscuits, des albums photos et aujourd'hui de la bière. Et ce qui me plaît vraiment, c'est la gestion des personnes, le développement des personnes et la gestion de l'outil industriel. Donc, voilà un peu mon parcours très rapidement résumé. Je reste à l'écoute si vous avez des questions ou besoin d'approfondissement sur certaines parties. Francis, c'est bon. Allô? Ah, Francis, on t'avait perdu un moment. Ton micro est coupé, Francis. Pardon. Oui, désolé, Ah, on a encore perdu la connexion. des... Ah bon, écoute, C'est bon, c'est revenu. Ouais, mais ça coupe. Orange coupe. Bon, c'est un peu difficile, hein. La connexion est instable. OK, donc là, tu as fini ta présentation. OK. Mais Wycliffe, quelle a été la plus grosse difficulté que tu aies eu à affronter quand tu étais au lycée, en fait? Qu'est-ce qui Donc, est... au lycée, ça a été principalement la situation dans le pays. Donc, j'ai commencé à terminale ici et avec le début des troubles, l'école a été cassée. On a dû m'envoyer en urgence. Donc,
J'avais toujours vécu avec mes parents. Je me suis retrouvé tout seul en France, à devoir me débrouiller. Donc, ça n'a pas été forcément facile au début, hein. Donc, après, c'est dans la difficulté qu'on apprend. Et c'est aussi, je pense, ce qui m'a forgé. Et c'était un peu un préambule aux études, puisque après le bac, beaucoup d'étudiants se retrouvent souvent seuls en France ou à l'étranger pour faire leurs études. Ça a été un peu plus tôt que ce que ça aurait dû, c'était moins préparé, euh, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Mais tu avais quel âge à ce moment, quand il y a eu cette Donc, coupure? j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et donc, 17 ans, tu es parti en France quasiment tout seul, quoi, et C'est à ça, l'improviste. tout seul, rapatrié un peu par les Français. Donc, on était plusieurs dans ce cas-là. On a débarqué en début d'hiver à Paris sans forcément connaître grand monde. J'ai été pendant plusieurs jours avec des collègues dans un centre de la Croix-Rouge en arrivant. Donc, on découvrait le froid, l'hiver et la France, un peu tout seul et un peu à l'aventure. D'accord. OK, mais bon, de toute façon, tu as dépassé tout ça. Ça t'a Oui, permis d'être plus ça m'a fort, hein. forgé et ça m'a permis de me préparer à ce qui venait après le bac. Donc, pendant les études, hein, la classe préparatoire et ensuite l'école d'ingénieur, où de toute façon, on se retrouve toujours tout seul après. Donc, D'accord. c'était une bonne transition. Mais tu as fait donc une classe prépa de 2 années. Après, tu as Oui, fait 3 ans des arts et métiers. Mais tout ça c'est aussi, ça. les 2 années, c'est très intense quand même, non? C'est ça. Donc, je pense que c'est très difficile pour quelqu'un qui vient d'avoir son bac, parce que souvent en terminale, on pense qu'après le bac, c'est la libération et c'est la fête. Et là, on se retrouve encore 2 années à devoir bosser encore plus dur qu'au lycée, les samedis, des grosses journées de 7h30 jusqu'à 18h, 17h30 tous les jours, du travail à faire en plus en rentrant le soir. Donc, ça n'a pas été forcément évident parce qu'on voyait nos collègues qui sont à la fac ou dans d'autres études qui profitaient un peu plus de la vie alors que nous, on continuait de travailler encore plus dur qu'avant le bac. Mais finalement, c'est juste un décalage de 2 ans et on profite aussi de la vie étudiante une fois les concours passés. Mais comment tu as trouvé la force pour dépasser ça? Parce que les années de prépa, c'est des années où il y a beaucoup d'abandon. Comment tu as réussi à dépasser ça, à tenir et à aller jusqu'à l'inscription d'une école d'ingénieur? Moi, j'ai toujours eu un peu l'esprit compétitif. Au collège, au lycée, j'étais souvent premier ou parmi les premiers. Et donc, voilà, c'était la volonté de toujours faire mieux, réussir. Euh, En prépa, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve beaucoup de gens qui ont été premiers ou parmi les premiers qui arrivent en prépa et tout le monde se prend une grosse claque parce qu'il y a une vraie augmentation du niveau et donc on était tous les premiers de là où on venait et on s'est tous retrouvés avec des notes minables pendant les 6 premiers mois, des 6 sur 20, des 3 sur 20 et on a découvert une nouvelle manière de travailler différente. Après, on se fait des amis aussi, hein, on sort de temps en temps, c'est pas juste des études. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a poussé, c'est les amis, le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là, la volonté de ne pas décevoir également les parents, la famille qui compte sur nous et qui mettent tout ce qu'ils ont pour qu'on réussisse parce que voilà, je suis parti dans des conditions difficiles. On a dû m'inscrire à l'école là-bas, dans un foyer. La situation dans le pays était compliquée, donc je savais que financièrement, ce n'était pas forcément aisé pour les parents. Donc, j'avais un peu toute cette charge mentale-là que je transportais et qui me poussait à ne pas laisser tomber et à continuer. Mais ces années prépa, là, c'était quoi? C'était payant? C'était quoi? Bon, l'inscription à l'école est payante. Après, c'est pas forcément très cher. Ça devait être aux alentours de 500, 700 euros. Mais après, il y avait le foyer étudiant dans lequel j'étais toute l'année qui était payant. D'accord. OK. Donc, Plus tous les frais d'un étudiant, donc la nourriture et le reste. OK. Et donc, mais comment tu as trouvé les arts et métiers? Donc, en fait, comment ça se passe? Tu passes plusieurs concours et puis il y a une école qui va te recevoir, c'est ça, qui va t'accepter. C'est ça. Donc, c'est un peu comme l'admission post-bac, sauf que l'admission post-bac, il n'y a pas de concours, c'est sur la note.
on passe des concours à plusieurs écoles et il y a un classement des différentes personnes qui ont passé les concours dans les différentes écoles. Et donc, les premiers choisissent là où ils veulent aller et ensuite, les places se libèrent au fur et à mesure et on peut être accepté dans plusieurs écoles et à ce moment-là, on choisit l'une d'entre elles. Donc, voilà. Les arts et métiers, c'était la meilleure école que j'avais réussi à obtenir et c'est comme ça que je choisis. Certaines personnes préfèrent reprendre leur deuxième année de classe préparatoire pour avoir mieux, repasser les concours et avoir encore une meilleure école. Mais ce n'a pas été mon choix. Tu ferais encore art et métier? Si on te remettait en première aujourd'hui, qu'est-ce que Oui. tu ferais? En première, bah, je suis plutôt content de mon parcours. On peut toujours faire les choses différemment, toujours faire les choses mieux, avoir des meilleures écoles, mais je suis content de ce que je fais aujourd'hui, des échecs que j'ai eus et des opportunités que j'ai eues, de pouvoir voyager, avoir un premier poste comme j'ai eu, déjà revenir en Côte d'Ivoire et voyager partout en Afrique. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a permis de faire de très belles rencontres, de découvrir beaucoup de cultures. Donc, même si on peut faire les choses mieux, je suis content de mon parcours aujourd'hui. Donc, je ferai la même chose. D'accord. Si par exemple, tu as des enfants qui ont 17 ans, tu leur dirais quoi pour comme conseil pour les orienter? Ben, déjà, s'ils ont une idée de ce qu'ils ont envie de faire, j'essaierai de les orienter plutôt dans ce sens-là. Si, comme moi, ils sont perdus au moment du bac, je dirais d'essayer de faire le meilleur qu'ils puissent avoir. S'ils aiment les mathématiques, par rapport à la matière qu'ils aiment, si c'est les mathématiques, le français ou l'anglais, je serais plutôt dans la voie qu'ils aiment parce que je pense qu'on réussit mieux quand on fait ce qui nous plaît, plutôt que ce qui doit être fait. OK. Quelle est la matière qui t'a le plus aidé dans ton parcours? Euh, Ça a été les mathématiques et la physique. Mathématiques et physique, ça, qui m'ont suivi tout au long de mes études, hein, donc au collège, au lycée. En terminale, j'avais fait spécialité maths, mais maths, physique, SVT, ça a toujours été des matières que j'ai beaucoup aimées. SVT a disparu après le bac. En classe prépa, ça a été plus physique, maths. Et en école d'ingénieur, on part sur des matières complètement différentes, mécanique, électricité, mais qui se rapprochent encore beaucoup de la physique et qui utilisent des outils de mathématiques. Donc, ce sont vraiment les deux matières qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Aujourd'hui, dans ton emploi qui est à Solibra, donc vous fabriquez quoi vous fabriquez des bières, c'est ça? C'est ça. Donc, Solibra, on fait principalement de la bière, c'est pour ça qu'on est connu. Mais on fait aussi de l'eau minérale et des boissons gazeuses. Tout ce qui est Yuki et autres. Et également du vin rouge, le vin Valpierre. D'accord. Mais qu'est-ce que tu utilises disons, quelle est la matière que tu utilises dans tout ton parcours? Qu'est-ce que tu utilises le plus dans tout ce que tu as reçu comme formation aujourd'hui dans ton métier? Donc, ce que j'utilise le plus, ça n'a pas été forcément apporté par l'école. Donc, lorsqu'on est en école d'ingénieur, il y a beaucoup d'associations et on découvre une vie associative très riche qu'on ne voit pas forcément au collège et au lycée. Et je m'étais engagé dans ces associations-là. Il y avait notamment une qui s'appelait l'AMJE, dont j'étais le président. Et on essayait d'avoir des contrats avec des particuliers en ville pour faire réaliser des travaux par des étudiants qui étaient payés. Donc, on rédigeait des contrats, on démarchait des projets et on trouvait ensuite les compétences parmi les étudiants pour réaliser ces projets. On se faisait payer et on payait l'étudiant. Donc, ce n'est pas directement lié aux matières de l'école, mais ça m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, ce que j'utilise le plus, c'est le management, qui n'était pas forcément très enseigné à mon époque dans les écoles d'ingénieurs, un peu plus aujourd'hui. Donc, le management, la gestion des personnes et la gestion de la production que j'ai appris plutôt en école d'ingénieur. Voilà. Donc, ce que j'utilise le plus aujourd'hui dans mon métier m'a été appris par mon activité associative et par les expériences et les formations que j'ai eues après mes études. OK. Donc, tu as fait prépa.
tu as fait art et métier. Donc, prépa, ce n'était pas cher, mais par contre, c'était le logement, tous les trucs à côté qui étaient chers. Art et C'est métier, ça. c'est le même principe. C'était le même principe. Les écoles d'ingénieurs sont gratuites, entre guillemets, à part l'inscription, ce qui n'est pas le cas des écoles de commerce. Mais D'accord. tout ce qui est logement, nourriture, ça a quand même un coût, acheter des vêtements et le coût de la vie étudiante. OK. D'accord. Quelle est la grosse difficulté que tu as eue d'un point de vue boulot dans ta vie professionnelle et comment tu l'as gérée? Un Ben, exemple sur… donc, point de vue boulot, ça va être, moi j'en ai eu deux. D'abord, ça a été mon stage de fin d'études, où j'étais stagiaire dans un cabinet de conseil en amélioration continue. Donc, dans une entreprise qui avait une usine fictive qu'elle utilisait pour faire des formations à ses clients et qui allait chez ses clients pour mener à bien des missions. Donc, on est rentré trois stagiaires dans cette entreprise-là. Et les deux autres stagiaires qui étaient avec moi allaient en mission chez les clients. Et moi, on me cantonnait à des tâches vraiment très administratives, un peu du secrétariat, faire des photocopies et tout ça. Donc, c'était très difficile à vivre, sans forcément de réelles explications. Et à plusieurs reprises, je pensais à mettre fin à mon stage pour essayer de trouver autre chose, quitte à perdre mon année. Mais je savais qu'après ce stage-là, j'avais mon diplôme et que je cherchais un boulot. Donc, j'ai serré les dents jusqu'à la fin. Et j'ai eu la satisfaction, avant la fin de mon stage, de trouver mon poste chez Air Liquide et de voir mes employeurs de stage qui voulaient que je reste après mon stage et de pouvoir leur dire non parce que je n'étais vraiment pas content de la manière dont j'avais été traité pendant ce stage. La deuxième difficulté, c'était chez Air Liquide, lorsque je suis revenu en France en tant que chef de projet. Euh, J'étais chef de projet sur un produit qui n'était pas fini d'être développé. J'étais seul face aux clients. Donc, je suis venu sur des projets qui avaient déjà été vendus, mais qui n'étaient pas livrables, qui étaient très en retard. C'était très dur moralement parce que je me faisais un peu agresser en guillemets tous les jours par les clients qui attendaient leurs produits qu'ils avaient payés et qui n'étaient toujours pas livrés. Je me retrouvais avec des équipes en sous-effectif, donc à faire beaucoup plus de travail que ce que j'aurais dû, à faire des tâches très techniques qui étaient ce que je n'aimais pas du tout. Et donc, j'ai eu un petit moment de déprime pendant ce poste et j'ai pris la décision de démissionner pour aller essayer de trouver un poste plus dans ce que je voulais faire, qui était la production. Donc, ça a été très difficile jusqu'à ce que je prenne ma décision. Et une fois que ma décision était prise et que j'ai déposé ma lettre, même s'il y avait un préavis de 3 mois, j'étais vraiment libéré. Avant ça, j'allais vraiment au travail tous les jours en traînant les pieds, en me levant difficilement. Mais après avoir posé ma démission, même si je savais que je n'avais pas encore trouvé d'opportunité derrière, j'étais vraiment heureux et libéré parce que je savais que ce cauchemar allait s'arrêter. Et j'ai eu la chance, avant la fin de mes 3 mois de préavis, de pouvoir trouver une opportunité dans ce que je voulais chez Coca-Cola. OK. Mais quand tu dis que dans ton stage où on te cantonnait aux tâches administratives, mais Ouais. finalement, pourquoi ils t'ont fait ça? Je ne sais pas. Là, il n'y a jamais vraiment eu d'explication. Après, on se fait cette propre déduction. Euh, Mes deux collègues étaient français blancs. Moi, j'étais noir, je faisais tâches administratives. Avant moi, il y avait une autre stagiaire qui était, quand on est au stage administratif, elle était des pays de l'Est. Donc, on s'est croisés pendant 2, 3 mois avant qu'elle finisse son stage. Et bon, c'est peut-être lié à un peu de racisme ou autre, mais j'ai jamais eu de réponse sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que voilà, je me suis accroché jusqu'au bout et j'ai pu sortir de là dès que j'ai pu. OK. Quel est ce que tu penses être ton point fort dans tout Aujourd'hui, ça? Et oui, et même par rapport à un autre profil, parce que tu as été confronté tu as recherché du travail et tout ça. Donc, quels sont les points forts que tu penses que tu as, quoi, qui font en sorte qu'on décide de te prendre? Tu vois, tu as des qualités ou des connaissances ou des choses comme ça. mes points forts, je dirais que c'est vraiment que je suis orienté très résultat.
j'ai un peu l'esprit de compétition, donc j'aime avoir des résultats et je vais me battre pour faire sortir les résultats qui sont attendus de moi et voire même les dépasser. Ça a longtemps été mon objectif. Lorsqu'on attendait que j'ai 8 sur 10, je faisais tout pour avoir 12 sur 10. Donc, et dans l'entreprise, c'est pareil. J'essaye vraiment d'aller au-delà de ce qui est attendu. Et aujourd'hui, une de mes forces, je pense, c'est dans ce que j'aime, c'est dans le management, c'est d'arriver à mobiliser les gens, les équipes, pour déjà avoir des climats sociaux apaisés dans les entreprises et amener les gens à se dépasser, eux aussi, pour atteindre des résultats pour eux-mêmes, pour leur propre développement et pour l'équipe et l'entreprise. Voilà. OK. Je suis aussi très persévérant et très résilient. Dans mon parcours, j'ai beaucoup changé d'entreprise. Euh, Comme je l'ai expliqué une fois, j'ai démissionné alors que je n'avais rien derrière. Donc, ça m'a vraiment donné une confiance dans mes capacités, dans le fait qu'aujourd'hui, quand on sait ce qu'on veut, il faut se donner les moyens de se battre pour y arriver. OK. D'accord. Je cherche encore. Quel est, est-ce que tu as un conseil à dire à ces jeunes-là, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui disent, tu as parlé de maths, de physique, Ouais. toi, tu étais un peu avantagé parce que tu aimais ça, mais comment ferais-tu, comment les motiver dans ces matières qui sont difficiles, peut-être, où on a une mauvaise on a des a priori sur les maths et les physiques. Comment tu pourrais les motiver pour ça? Les pistes, comment ils devraient pouvoir s'améliorer? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour être en pointe dans ces matières-là? Donc, des conseils que je pourrais donner, c'est vraiment de travailler à la maison. Après, pour tout ce qui est mathématiques et physique, il y a des personnes qui se révèlent dans ces matières-là lorsqu'ils sont confrontés à des cas pratiques. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on voit au collège et au lycée reste très théorique, mais pendant les études, on va associer ça à d'autres matières, à de la mécanique, à de l'électricité, à de la finance. On utilise aussi beaucoup d'outils de mathématiques. Ça devient beaucoup plus concret et ça plaît plus à ce moment-là. Après, je ne vais pas forcément pousser des gens qui n'aiment pas ces matières-là à se forcer à se dépasser dans ces matières-là. Je pense qu'il faut travailler le plus possible pour se donner les moyens d'aller là où on veut aller, mais qu'il faut vraiment se poser la question de ce qu'on aime faire, des matières qu'on aime. Certains n'ont pas la réponse, hein, moi, je n'ai pas forcément la réponse, et se donner les moyens de réussir dans ce domaine-là. On donne souvent des conseils génériques, il faut aller en école d'ingénieur, il faut aller dans une école de commerce. J'ai croisé beaucoup de monde qui a mieux réussi en faisant ce qu'ils aimaient, même si c'était des voies ou des filières qui n'étaient pas forcément plébiscitées par les parents ou par la pensée dominante. Donc, si on aime faire du pain, il faut tout faire pour être le meilleur pâtissier, le meilleur boulanger. Et je pense que c'est plutôt ce qu'on aime faire, dans ce qu'on aime faire qu'on doit essayer de se développer. Oui, oui, Keith, mais tu as eu des missions un peu partout en Afrique grâce à Oui. Adiki. Tu as même travaillé quelques années, la plus grande partie de tes années de professionnel, c'était en France. Pourquoi tu es revenu en Côte d'Ivoire? Ben, je suis ivoirien et après avoir travaillé un peu en France, j'avais vraiment cette envie-là de revenir auprès de la famille. Petit à petit, au cours des années, mes frères et sœurs sont rentrés pour retrouver mes parents qui étaient tout seuls. Et j'ai toujours eu cette envie-là de participer au développement de mon pays, hein. C'est important de travailler d'abord à l'étranger parce que les manières de travailler, les entreprises, les méthodes de travail sont beaucoup plus avancées, donc on apprend beaucoup plus. Et aujourd'hui, depuis que je suis entré, je n'apprends pas autant que lorsque j'étais en France, mais je mets plus en pratique ce que j'ai appris et j'aide ceux qui en savent moins que moi et qui sont ici à s'améliorer, à se développer. OK. OK. Merci, merci Wiki. Une dernière question, en fait. C'est si tu devrais recommander une école d'ingénieur, essaye de recommander pas seulement que la tienne.
Si tu devais recommander une école d'ingénieur, parce que tu as rencontré aussi d'autres ingénieurs, tu as aussi des amis qui n'ont pas été que arts et métiers, Oui. quel parcours leur recommanderais-tu? Est-ce que tu recommanderais de faire prépa plus peut-être une école d'ingénieur précise, mais qu'est-ce que tu recommanderais pour ça? Et Donc, il y quelle a, école d'ingénieur tu es en recommande? Je sais que bon, tu es art et métier, ok, mais qu'est-ce que tu pourrais leur proposer d'autre? euh, comme tu l'as sous-entendu, il y a plusieurs manières d'entrer en école d'ingénieur. Ce n'est pas forcément la filière classe prépa. J'avais des collègues qui avaient fait des BTS et qui sont entrés en école d'ingénieur, des collègues qui sont passés par la fac, mais qui ont aussi passé des concours en fac pour pouvoir entrer en école d'ingénieur. Donc, ça dépend du tempérament de chacun. Je pense que la fac, c'est très libre. Il n'y a pas de règles. Donc, des étudiants qui sont disciplinés par eux-mêmes peuvent passer par la fac ou par un BTS. Ceux qui ont besoin d'un peu plus de cadre, c'est mieux le BTS ou les classes préparatoires. Ensuite, en général, on choisit la meilleure école qu'on peut avoir, mais ça dépend là aussi de ce qu'on veut faire. J'ai fait les arts et métiers, qui est une école plutôt généraliste, mais il y a des écoles d'ingénieurs qui sont plutôt spécialisées, que ce soit dans la santé, dans l'aviation, l'aéronautique. Donc, pour une école spécialisée, il vaut mieux choisir celle-là si on sait déjà ce qu'on veut faire. Pour une école généraliste, il y en a plusieurs. Hein. Donc, il y a les mines, il y a les arts et métiers, il y a Polytechnique, il y a Centrale. Donc, ça va vraiment dépendre des résultats aux différents examens. Hein. On n'a pas souvent le choix à ce niveau-là. Ce sont toutes de très bonnes écoles. Et donc, ça dépend des résultats au concours. Ok, merci beaucoup, Wycliffe. Est-ce que tu veux dire un petit message pour la fin? Il te reste 0 seconde. Vas-y, Non, vas-y. merci pour cette opportunité de partager nos expériences. On peut éventuellement laisser mes coordonnées si des étudiants ont des questions, des interrogations sur des choses qu'on n'a pas abordées ici. Je reste disponible. D'accord. Merci beaucoup à toi. Donc,